ermite à Paris. Depuis quelques années, j'ai une maison à Paris et j'y passe une partie de l'année. Mais cette ville, jusque-là, n'est jamais apparue dans ce que j'écris. Pour pouvoir écrire sur Paris, il faudrait peut-être que je m'en détache, que je m'en éloigne. S'il est vrai que l'on écrit toujours à partir d'un manque, d'une absence, ou bien que je sois plus à l'intérieur, mais pour cela, j'aurais dû y vivre depuis ma jeunesse. S'il est vrai que ce sont les décors des premières années de notre vie qui donnent une forme à notre monde imaginaire et non les lieux de la maturité. Je dirais même plus. Il faut qu'un lieu devienne un paysage intérieur pour que l'imagination commence à hanter ce lieu, à en faire son théâtre. Et Paris a été le paysage intérieur d'une très grande partie de la littérature mondiale, de beaucoup de livres que nous avons tous lus, qui ont compté dans nos vies. Avant d'être une ville du monde réel, Paris, pour moi, comme pour des millions d'autres personnes de tous les pays, a été une ville imaginée à travers les livres. Une ville que l'on s'approprie par la lecture. On commence étant enfant avec les Trois Mousquetaires. On poursuit avec les Misérables. En même temps, ou tout de suite après, Paris devient la ville de l'histoire, de la Révolution française. Plus tard, dans la progression des lectures de jeunesse, il devient la ville de Baudelaire, de la grande poésie. Depuis plus de 100 ans désormais, la ville de la peinture, la ville des grands cycles romanesques, Balzac, Zola, Proust. Quand j'y venais en touriste, c'était encore ce Paris-là que je visitais. C'était une image déjà connue, que je reconnaissais. Une image à laquelle je ne pouvais rien ajouter. À présent, les hasards de la vie m'ont conduit à Paris avec une maison, une famille. Si l'on veut, je suis encore un touriste parce que mon activité, mes intérêts de travail se trouvent toujours en Italie. Mais cependant, ma façon d'être dans la ville est différente, déterminée par les 100 petits problèmes pratiques de la vie familiale. Peut-être en s'identifiant avec mon histoire personnelle, avec la vie quotidienne, en perdant ce halo qui est le reflet culturel, littéraire de son image, Paris pourrait-il redevenir une ville intérieure? Il me serait alors possible d'écrire sur lui. Ce ne serait plus la ville dont tout a déjà été dit, mais une ville quelconque, dans laquelle je suis amené à vivre, une ville sans nom. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai répété tellement de fois que cela a fini par m'ennuyer, que j'ai à Paris ma maison de campagne, dans ce sens que, étant écrivain, je peux faire une partie de mon travail dans la solitude, peu importe où, dans une maison isolée au milieu de la campagne, ou sur une île. Et ma maison de campagne se trouve en plein centre de Paris. Ainsi, alors que toute ma vie de relations liées à mon travail se déroule entièrement en Italie, je viens ici quand je peux ou quand je dois rester seul, ce qui à Paris est plus facile pour moi. On peut dire que quand je suis à Paris, je ne bouge jamais de mon bureau. Suivant une vieille habitude, je vais tous les matins jusqu'à Saint-Germain-des-Prés acheter les journaux italiens. J'y vais et j'en reviens en métro. Le métro m'a toujours été très familier. Depuis que, dans ma jeunesse, je suis arrivé pour la première fois à Paris et que j'ai découvert que ce moyen de transport si simple à utiliser mettait la ville entière à ma disposition. Et peut-être
que dans mon rapport avec le métro joue aussi ma fascination pour le monde souterrain. Les romans de Jules Verne que je préfère sont Les Indes noires et Voyage au centre de la Terre. Ou alors, je suis attiré par l'anonyme. Cette foule où j'ai la possibilité d'observer tout un chacun successivement et en même temps de disparaître complètement. Il y avait hier dans le métro un homme pieds nus. Ce n'était pas un bohémien ni un hippie, mais un monsieur avec des lunettes, comme moi, comme tant d'autres, en train de lire son journal, avec une allure de professeur, l'habituel professeur distrait qui a oublié de mettre ses chaussettes et ses chaussures. C'était un jour de pluie. Il marchait pieds nus. Personne ne le regardait. Personne ne semblait curieux, le rêve d'être invisible. Quand je me trouve dans un lieu où je peux avoir l'illusion d'être invisible, je me sens très bien. Tout l'opposé de ce que je ressens quand je dois parler à la télévision et que je perçois la caméra pointée sur moi, en train de me clouer à ma visibilité, à mon visage. Je crois que les écrivains vus en direct perdent beaucoup. Autrefois, personne ne savait qui étaient en chair et en os les écrivains vraiment populaires. Ils n'étaient qu'un nom sur la couverture des livres, et cela leur conférait un pouvoir de séduction extraordinaire. Gaston Leroux, Maurice Leblanc, pour ne citer que ceux qui ont propagé le mythe de Paris parmi des millions de personnes, étaient des écrivains très populaires dont on ne savait rien. Il y eut des écrivains encore plus populaires dont on ne connaissait même pas le prénom, rien qu'une initiale. Je crois que la condition idéale de l'écrivain est celle-ci, proche de l'anonyme. C'est alors que l'autorité maximale de l'écrivain se développe, quand il n'a pas de visage, de présence, mais que le monde qu'il représente occupe tout le tableau. Comme Shakespeare, dont il ne reste aucun portrait qui puisse nous servir à savoir comment il était, ni aucune information qui explique vraiment quelque chose sur lui. Aujourd'hui, au contraire, plus l'image de l'auteur envahit le terrain, plus le monde qu'il a représenté se vide. Puis l'auteur aussi se vide. Et de tous les côtés, il ne reste que le vide. Il y a un point invisible, anonyme, qui est celui à partir duquel on écrit. Et c'est pour cela qu'il m'est difficile de définir le rapport entre le lieu où j'écris et la ville qui l'entoure. Je peux très bien écrire dans les chambres d'hôtel, dans cette sorte d'espace abstrait, anonyme, que sont les chambres d'hôtel, où je retrouve devant moi la page blanche, sans alternative, sans issue. Peut-être est-ce là une condition idéale, valable surtout quand j'étais plus jeune et que le monde était là, juste au-delà de la porte, avec sa densité de signes. Il m'accompagnait partout, il avait tellement de consistance qu'il me suffisait de m'en écarter d'un pas pour pouvoir écrire sur lui. À présent, quelque chose a dû changer. Je n'écris bien que dans un endroit qui m'appartient, avec des livres à portée de la main, comme si j'avais besoin de consulter toujours on ne sait trop quoi. Ce n'est peut-être pas pour les livres en eux-mêmes, mais pour une sorte d'espace intérieur qu'ils forment, comme si je m'identifiais à ma bibliothèque idéale.
je n'arrive pas à rassembler une bibliothèque qui serait la mienne. Les livres sont toujours tantôt ici, tantôt là. Quand j'ai besoin de consulter un livre à Paris, c'est toujours un livre que j'ai en Italie. Quand je dois consulter un livre en Italie, c'est toujours un livre que j'ai à Paris. Ce besoin de consulter les livres en écrivant est une habitude que j'ai prise en gros il y a une dizaine d'années. Auparavant, cela ne se passait pas ainsi. Tout devait venir de ma mémoire. Tout dans ce que j'écrivais faisait partie de mon vécu. Toute référence culturelle devait être quelque chose que je portais en moi, qui faisait partie de moi-même. Sinon, cela ne rentrait pas dans les règles du jeu. Ce n'était pas un matériel que je pouvais mettre sur la page. À présent, c'est tout le contraire. Le monde aussi est devenu quelque chose que je consulte de temps à autre. Voilà qu'entre ce rayon de livres et le monde extérieur, il n'y a plus l'abîme que l'on croit. Je pourrais dire alors que Paris est une œuvre de consultation gigantesque. C'est une ville que l'on consulte comme une encyclopédie. Dès la première page, elle donne toute une série d'informations d'une richesse qu'aucune autre ville n'égale. Prenons les magasins, qui constituent le discours le plus ouvert, le plus communicatif qu'une ville puisse exprimer. Nous lisons tous une ville, une rue, un bout de trottoir, en suivant la rangée des magasins. Il y a des magasins qui sont comme les chapitres d'un traité, des magasins comme des articles d'une encyclopédie, des magasins comme des pages de journal. À Paris, il y a des magasins de fromage où sont exposés des centaines de fromages, tous différents, chacun étiqueté avec son nom. Des fromages enveloppés dans la cendre, des fromages aux noix, une sorte de musée, de Louvre des fromages. Ce sont quelques aspects d'une civilisation qui a permis la survivance de formes différenciées sur une échelle assez vaste pour en rendre la production économiquement rentable tout en leur gardant leur raison d'être, qui suppose un choix, un système dont elles font partie, un langage des fromages. Mais c'est aussi, et surtout, le triomphe de l'esprit de la classification, de la nomenclature. Si donc demain je commence à écrire sur les fromages, je peux sortir pour consulter Paris en tant que grande encyclopédie des fromages. Ou bien consulter certaines drogueries dans lesquelles on retrouve encore ce qu'était l'exotisme du siècle dernier, un exotisme mercantile lié au premier colonialisme, disons un certain esprit de l'exposition universelle. Il y a un genre de magasin où l'on sent que cette ville a donné une forme à cette façon particulière de considérer la civilisation qui est le musée. Et le musée, à son tour, a donné forme aux activités les plus diverses de la vie quotidienne, si bien qu'il n'y a pas de solution de continuité entre les salles du Louvre et les vitrines des magasins. Disons que dans les rues, tout est prêt pour passer au musée, ou que le musée est prêt à englober les rues. Entrons alors dans l'immense Paris des collectionneurs, cette ville qui invite à faire collection de tout, parce qu'elle accumule, classe et redistribue, dans laquelle on peut chercher comme dans un terrain de fouilles archéologiques. L'aventure du collectionneur peut encore être une aventure existentielle, une recherche de soi à travers les objets, une exploration du monde qui est aussi réalisation de soi. Mais je ne peux pas dire que j'ai un esprit de collectionneur.
C'est-à-dire que cet esprit ne s'éveille en moi qu'avec des choses impalpables comme les images des vieux films, collection de souvenirs, d'ombres blanches et noires. Je dois en tirer la conclusion que mon Paris est la ville de mon âge mûr, dans le sens où je ne le vois plus avec l'esprit de découverte du monde qui est l'aventure de la jeunesse. Je suis passé dans mes rapports avec le monde de l'exploration à la consultation. C'est-à-dire que le monde est un ensemble de données qui se trouvent là, indépendamment de moi. Des données que je peux confronter, combiner, transmettre. Peut-être aussi dont je peux jouir de temps en temps, avec modération, mais toujours un peu de l'extérieur. En bas de chez moi, il y a un vieux chemin de fer de ceinture urbaine, le Paris-Ceinture, presque désaffecté, mais 2 fois par jour passe encore un petit train. Et alors, je me souviens des vers de Laforgue qui disent « Je n'aurai jamais d'aventure, qu'il est petit dans la nature, le chemin de fer Paris-Ceinture, le vent galope ventre à terre, en vain voudrait qu'on le fasse taire. Ah nom de Dieu, quelle misère !» Monsieur Palomar. J'avais eu l'idée de créer 2 personnages. Monsieur Palomar et Monsieur Moholl. Le nom du premier vient de Mount Palomar, le célèbre observatoire astronomique californien. Le nom du second est celui d'un projet de forage de la croûte terrestre qui, s'il venait à être réalisé, atteindrait à des profondeurs sans pareilles jusqu'aux entrailles de la Terre. Les 2 personnages auraient dû tendre, respectivement, Palomar vers le haut, le dehors, les aspects multiformes de l'univers, et Moholl vers le bas, l'obscur, les abîmes intérieurs. Je me proposais d'écrire des dialogues basés sur le différend entre les 2 personnages, l'un qui voit les faits minimes de la vie quotidienne dans une perspective cosmique, l'autre qui ne se soucie que de découvrir ce qu'il y a dessous et ne dit que des vérités déplaisantes. Je me mis à rédiger de petits textes ne mettant en scène que Monsieur Palomar, personnage en quête d'harmonie au milieu d'un monde tout en stridence et déchirement. Je me dis qu'à un moment donné, je ferai apparaître Monsieur Moholl, mais que cela n'arriverait que lorsque j'aurai défini pleinement le personnage de Palomar, pour lui donner un contrepoint qui, tôt ou tard, s'imposerait comme nécessaire. Au lieu de quoi
Rien. Je continuais avec Palomar. C'est-à-dire avec un type d'expérience et de réflexion qu'il m'était naturel d'attribuer à ce personnage, tandis que M. Morol demeurait dans les limbes de mes intentions. J'ai traîné ce projet derrière moi pendant des années, continuant à croire que l'apogée de ce livre serait l'apparition de ce personnage antithétique sur lequel je n'avais pas encore écrit une seule ligne. Ce n'est qu'à la fin que j'ai compris qu'il n'était nul besoin de Morol, parce que Palomar était aussi Morol. La part obscure et désenchantée que ce personnage, en général bien disposé, avait en lui, n'avait aucunement besoin d'être extériorisé dans un personnage en soi. C'est alors que je me suis rendu compte que le livre était fini. Monsieur Palomar sort maintenant sous la forme d'un livre plutôt mince quant au nombre de pages, mais à mesure qu'il s'accomplissait, il a été tenté de se transformer tour à tour en encyclopédie, en discours de la méthode, en roman. Sauf qu'au lieu de s'épandre, il a fini par devenir de plus en plus sec et concentré. Des textes basés sur un certain type d'attention visant des champs limités d'observation. Une girafe aux os. La vitrine d'une boutique qui devient récit par un souci maniaque d'exhaustivité descriptive. L'expérience Palomar, c'est cela. Je cherche à redonner du crédit à un exercice littéraire tombé en désuétude et considéré comme inutile, la description. Lorsque je vois quelque chose qui me donne envie de décrire, j'essaie de prendre des notes en direct, qui la plupart du temps restent oubliées dans mes agendas ou dans mes calepins. Pour composer Monsieur Palomar, je suis allé repêcher ces notes. En relisant le tout, je m'aperçois que l'histoire de Palomar peut se résumer en 2 phrases. Un homme se met en marche pour atteindre pas à pas la sagesse. Il n'est pas près d'arriver. Le musée des fromages. Monsieur Palomar fait la queue dans un magasin de fromage à Paris. Il veut acheter ces menus fromages de chèvre qui se conservent dans l'huile à l'intérieur de petits récipients transparents assaisonnés d'épices et herbes diverses. La file des clients avance le long d'un comptoir où sont exposés des exemplaires des spécialités les plus insolites et les plus disparates. C'est un magasin dont l'assortiment paraît vouloir documenter toute forme pensable de produits laitiers, à commencer par l'enseigne spécialité fromagère, où la rareté de l'adjectif archaïque ou vernaculaire annonce qu'on préserve ici l'héritage d'un savoir accumulé par une civilisation à travers toute son histoire et toute sa géographie.
3 ou 4 jeunes femmes en tablier rose s'occupent des clients. Dès que l'une d'entre elles est libre, elle prend en charge le premier de la file et l'invite à déclarer ses désirs. Le client nomme, le plus souvent indique, se déplaçant dans la boutique vers l'objet de ses appétits précis et compétents. À ce moment-là, toute la file se déplace vers l'avant d'un pas et elle qui jusque-là avait séjourné à côté du bleu d'Auvergne, veiné de vert, vient à se retrouver à la hauteur du brin d'amour, dont la blancheur emprisonne quelques brins de paille sèche. Tel autre qui contemplait une boule enveloppée dans des feuilles peut maintenant se concentrer sur un cube saupoudré de cendres. Dans les rencontres que provoquent ces étapes fortuites, d'aucuns puisent de l'inspiration pour de nouveaux stimuli, de nouveaux désirs. Ils changent d'avis sur ce qu'ils s'apprêtaient à demander ou ajoutent une nouvelle entrée à leur liste, tandis que d'autres ne se laissent pas distraire, ne serait-ce qu'un instant de l'objectif qu'ils poursuivent. Et toute nouvelle suggestion se présentant à eux ne sert qu'à délimiter par voie d'exclusion le champ de ce qu'ils veulent opiniâtrement. L'esprit de Palomar oscille entre des élans contradictoires. Celui qui tend à une connaissance complète, exhaustive et ne pourrait être satisfait qu'à la condition de goûter toutes les qualités, et celui qui tend à un choix absolu, à l'identification du fromage n'appartenant qu'à lui, un fromage qui certainement existe, même si, pour sa part, il ne sait pas encore le reconnaître, ne sait pas se reconnaître en lui. Ou alors, la question n'est pas de choisir son fromage, mais d'être choisi. Il y a un rapport réciproque entre fromage et client. Chaque fromage attend son client, se présente de façon à l'attirer avec une réserve ou une granulosité un tantinet hautaine, ou au contraire, en se laissant couler dans un abandon complaisant. Une ombre de complicité vicieuse flotte alentour. Le raffinement gustatif et surtout olfactif connaît ces moments de relâchement, d'encanaillement, où les fromages sur leur plateau semblent s'offrir comme sur les divans d'un bordel. Un ricanement pervers affleure dans le plaisir d'avilir l'objet de sa gourmandise en l'affublant de sobriquets infamants. Crottin. Boule de moine. Bouton de culotte. Ce n'est pas là le type de connaissance que M. Palomar est le plus enclin à approfondir. Pour sa part, il lui suffirait d'établir la simplicité d'un rapport physique direct entre homme et fromage. Mais si, en lieu et place des fromages, il voit des noms de fromage, des concepts de fromage, des significations de fromage, des psychologies de fromage, s'il pressent plus qu'il ne sait que derrière chaque fromage, il y a tout cela, voilà que son rapport devient très compliqué.
La fromagerie se présente à Palomar ainsi qu'une encyclopédie à un autodidacte. Il pourrait mémoriser tous les noms, tenter une classification selon les formes, en savonnette, en cylindre, en coupole, en boule, selon la consistance, sec, onctueux, crémeux, veineux, compact, selon les matériaux étrangers impliqués dans la croûte ou dans la pâte, raisins secs, poivre, noix, sésame, herbes, moisissures, mais cela ne le rapprocherait pas d'un iota de la vraie connaissance qui réside dans l'expérience des saveurs, faite de mémoire et d'imagination mêlée. Et ce n'est qu'en se basant sur celle-ci qu'il pourrait établir une échelle de goût et de préférence et de curiosité et d'exclusion. Derrière chaque fromage, il y a un pâturage d'un verre différent, sous un ciel différent. Pré, incrusté du sel que les marées de Normandie déposent chaque soir. Pré, embaumé d'arômes au soleil venteux de Provence. Il y a des troupeaux différents, avec leur stabulation et leur transhumance. Il y a des secrets de fabrication transmis de siècle en siècle. Ce magasin est un musée. Monsieur Palomar, en le visitant, ressent, comme au Louvre, derrière chaque objet exposé, la présence de la civilisation qui lui a donné forme et qui prend forme à partir de lui. Ce magasin est un dictionnaire. La langue est le système des fromages dans son ensemble. Une langue dont la morphologie enregistre déclinaisons et conjugaisons dans des variantes innombrables et dont le lexique présente une richesse inépuisable de synonymes, d'usages idiomatiques, de connotations et de nuances de sens, comme toutes les langues nourries de l'apport de centaines de dialectes. C'est une langue faite de choses. La nomenclature n'en est qu'un aspect extérieur, instrumental. Mais pour M. Palomar, apprendre un peu de nomenclature reste toujours la première mesure à adopter s'il veut arrêter un moment les choses qui défilent sous ses yeux. Il sort de sa poche un calepin, un stylo, se met à écrire des noms, à inscrire à côté de chaque nom quelques qualifications susceptibles de lui permettre de rappeler l'image à sa mémoire. Il essaie aussi de dessiner un croquis synthétique de la forme. Il écrit pavé d'Hervaux, note moisissure verte, dessine un parallélépipède plat et note sur un côté 4 cm environ. Il écrit Saint-Maur, note cylindre gris granuleux avec un bâtonnet à l'intérieur et le dessine en le mesurant au jugé 20 cm. Puis il écrit Chabichou et dessine un petit cylindre, monsieur,
Monsieur, monsieur, monsieur. Une jeune fromagère vêtue de rose est devant lui qui est plongée dans son carnet. C'est son tour, c'est à lui, dans la file d'attente. Derrière lui, tout le monde observe son comportement incongru et secoue la tête de cet air mi-ironique, mi-agacé avec lequel les habitants des grandes villes considèrent le nombre sans cesse croissant de faibles d'esprit qui se baladent dans les rues. La commande élaborée et gourmande qu'il avait l'intention de passer lui sort de l'esprit. Il balbutie. Il se replie sur le plus évident, sur le plus banal, sur ce que la publicité magnifie. Comme si les automatismes de la civilisation de masse n'attendaient que ce moment d'incertitude pour le reprendre sous leur coupe. Le marbre et le sang. Les réflexions que le commerce du boucher inspire à celui qui y pénètre avec son sac à provisions impliquent des connaissances transmises siècle après siècle dans diverses branches du savoir. La compétence quant aux viandes et aux coupes. La meilleure façon de cuire chaque morceau. Les rites qui permettent d'apaiser le remords que cause la mise à mort d'autres vies pour nourrir la sienne propre. Le savoir du boucher et le savoir culinaire appartiennent aux sciences exactes, vérifiables sur la base d'expérimentations compte tenu des coutumes et des techniques qui varient d'un pays à l'autre. Le savoir sacrificiel est en revanche dominé par l'incertitude et de surcroît tombé en désuétude depuis des siècles, mais il pèse obscurément sur les consciences comme exigence inexprimée. Une dévotion révérentielle pour tout ce qui concerne la viande guide Monsieur Palomar qui s'apprête à acheter 3 beefsteaks. Parmi les marbres de la boucherie, il stationne comme dans un temple, conscient que son existence individuelle et la culture à laquelle il appartient sont conditionnées par ce lieu. La file des clients s'écoule lentement le long du haut comptoir de marbre, le long des consoles et des plateaux où s'alignent des découpes de viande, chacune piquée d'un écriteau indiquant son prix et son nom. Le rouge vif du bœuf, le rose clair du veau,
le rouge éteint de l'agneau. Le rouge sombre du porc se succède. De larges côtes flamboient, de ronds tourne-dos ceints sur toute leur épaisseur d'un ruban de lard, de fringants et minces faux filets, des beefsteaks armés de leurs os empoignables, des pièces de gîte massives et toutes maigres, des morceaux de viande à bouillir stratifiés de maigre et de gras, des rôtis en attente de la broche qui les contraindra à se concentrer sur eux-mêmes. Puis les couleurs s'atténuent. Escalope de veau, aloyaux, tronçons d'épaules et de poitrine, cartilage, et nous entrons ensuite dans le royaume des gigots et des épaules d'agneau, plus loin la blancheur des tripes, la noirceur du foie. Derrière le comptoir, les bouchers, tous de blanc vêtus, brandissent les couperets à lame trapézoïdale, les couteaux à trancher et les couteaux à écorcher, les scies à tronçonner les os, les attendrisseurs au moyen desquels ils poussent de zigzagantes boucles roses dans l'entonnoir de la machine à hacher. Au crochet sont suspendus des corps équarris qui viennent nous rappeler que chacune de nos bouchées fait partie d'un être de la complétude vivante duquel elle a été arbitrairement arrachée. Sur un grand tableau accroché au mur, le profil d'un bœuf apparaît comme une carte géographique parcourue de lignes de frontières délimitant les zones d'intérêt comestible qui comprennent l'entière anatomie de la bête, à l'exclusion des cornes et des sabots. C'est la cartographie de l'habitat humain, non moins que le planisphère de la planète, l'un comme l'autre, protocole censé ratifier les droits que l'homme s'est attribués de possession, de répartition et de dévoration sans reste des continents terrestres et des quartiers du corps animal. Il faut dire que la symbiose homme-bœuf a atteint au cours des siècles un point d'équilibre permettant aux deux espèces de continuer à se multiplier, fût-il asymétrique. Il est vrai que l'homme pourvoit à l'alimentation du bœuf, mais il n'est pas tenu de se donner à lui en pâture, et a garanti l'épanouissement de la civilisation dite humaine, qu'on devrait au moins pour partie qualifier d'humano-bovine, coïncidant partiellement avec la civilisation humano-ovine, et plus partiellement encore avec l'humano-porcine, selon les alternatives d'une géographie complexe d'interdits religieux. Monsieur Palomar, participe à cette symbiose dans une conscience lucide et un plein consentement, tout en reconnaissant dans la carcasse du bœuf qui pendouille la personne de son frère équarri. Dans la découpe de la longe, la blessure mutilant son propre corps, il sait qu'il est carnivore. Conditionné par sa tradition alimentaire à recevoir d'une boutique de boucher la promesse du bonheur gustatif, à imaginer, en observant ses tranches rougeoyantes, les zébrures que la flamme laissera sur les beefsteaks au grill et le plaisir de la dent tranchant les fibres brunies. Les zébrures que
plaisir de la dent qui tranche les fibres brunies. Un sentiment n'exclut pas l'autre. L'état d'âme de Palomar faisant la queue dans la boucherie est à la fois de joie retenue et de crainte, de désir et de respect, de souci égoïste et de compassion universelle. L'état d'âme que d'autres expriment peut-être dans la prière. La course des girafes. Monsieur Palomar, au zoo de Vincennes, s'arrête devant l'enclos des girafes. De temps à autre, les girafes adultes se mettent à courir, suivis des girafons, chargent quasiment jusqu'à la grille de l'enclos, font demi-tour, répètent le parcours à fond de train 2-3 fois, s'arrêtent. Monsieur Palomar ne se lasse pas d'observer la course des girafes, fasciné par la disharmonie de leurs mouvements. Il ne parvient pas à décider si elles galopent ou si elles trottent. Car la foulée des pattes postérieures n'a rien à voir avec celle des pattes antérieures. Les pattes avant, dégingandées, s'arquent jusqu'à la poitrine et se déroulent jusqu'au sol, comme hésitant sur le choix de l'articulation à mettre en œuvre parmi tant d'autres, à un instant donné. Les pattes arrière, nettement plus courtes et plus raides, suivent le rythme par à-coups, un peu de travers, comme si c'était des jambes de bois ou des béquilles qui se traînent, mais comme pour jouer, comme si elles savaient qu'elles sont cocasses. Cependant que le cou tendu en avant ondoie de haut en bas, telle une grue, sans que l'on puisse établir un rapport entre ce mouvement et ceux des pattes. D'autre part, on note aussi un sursaut de la croupe, mais dans ce cas, il ne s'agit que du mouvement du cou qui fait levier sur le reste de la colonne vertébrale. La girafe fait penser à un mécanisme construit par assemblage de pièces provenant de machines hétérogènes, mais qui cependant fonctionnent parfaitement. Monsieur Palomar, en continuant d'observer les girafes qui courent, prend conscience qu'une harmonie complexe règle ce piétinement disharmonique, qu'une proportion interne relie entre elles les disproportions anatomiques les plus évidentes, qu'une grâce naturelle s'exprime de ces gestes disgracieux. L'élément unificateur est donné par les taches du pelage, disposées en figures irrégulières mais homogènes, aux contours nets et anguleux. Elles s'accordent
comme un équivalent graphique exact au mouvement segmenté de l'animal. Plutôt que de taches, il faudrait parler d'une robe noire dont l'uniformité est brisée par des nervures claires s'ouvrant selon un dessin en losange, une discontinuité de la pigmentation qui annonce déjà la discontinuité des mouvements. À ce moment-là, la fille de M. Palomar, qui en a assez depuis un bon bout de temps de regarder les girafes, l'entraîne vers la grotte des pingouins. M. Palomar, chez qui les pingouins suscitent de l'angoisse, la suit à contre-cœur et il se demande la raison de son intérêt pour les girafes. C'est peut-être parce que le monde autour de lui se meut de manière disharmonique et qu'il espère toujours y découvrir un dessin, une constante. C'est peut-être parce que lui-même sent qu'il avance poussé par des mouvements de l'esprit non coordonnés, qui semblent n'avoir rien à voir l'un avec l'autre, et qu'il est de plus en plus difficile de faire tenir dans quelques modèles d'harmonie intérieure. De plus en plus difficile de faire tenir dans quelques modèles d'harmonie intérieure. La poubelle agréée. Parmi les soins du ménage, l'unique dont je m'acquitte avec une certaine compétence et quelque satisfaction, c'est celui de sortir la poubelle. L'opération se divise en plusieurs phases. Prélèvement de la poubelle de la cuisine, vidage de celle-ci dans le récipient plus grand qui se trouve dans le garage, puis transport dudit récipient sur le trottoir devant la porte de la maison où il sera ramassé par les éboueurs et vidé à son tour dans leur camion. Je dois préciser que nous habitons ici à Paris dans un petit immeuble unifamilial.
pour employer une locution pas très belle, mais compréhensible de notre langue courante, ou un pavillon, pour parler dans le français atemporel et encore prodigue de connotations suggestives. Ceci permet d'expliquer la valeur différente qu'assument les gestes de mon rituel par rapport à ceux qui sont accomplis par le copropriétaire ou le locataire d'un bâtiment aux appartements nombreux, lequel se débarrasse de ses déchets de la journée en les versant de la poubelle familiale dans la poubelle collective qui se trouve d'habitude dans la cour de l'immeuble et que le concierge va mettre en son heure sur la voie publique pour la confier aux soins des services municipaux. Ce transvasement d'un récipient à l'autre, qui pour la plupart des habitants de la métropole prend déjà l'allure d'un passage du privé au public, n'est pour moi, au contraire chez nous dans le garage où nous gardons la grande poubelle pendant toute la journée, que le dernier acte du cérémonial sur lequel se fonde le privé. Et en tant que tel, il est accompli par moi. Pater familias. Afin que le congé donné aux dépouilles des choses confirme l'appropriation survenue et irréversible. Poubelle, nom commun de choses, reprend un nom propre de personne. Ce fut un monsieur Poubelle, préfet de la Seine, qui prescrivit le premier, en 1884, l'emploi de ces récipients dans les rues jusque-là infectes de Paris. Si bien que moi, quand je vide la petite poubelle dans la grande et que je transporte celle-ci en la soulevant par les deux poignées à l'extérieur devant notre porte d'entrée, tout en agissant encore comme l'humble rouage du mécanisme ménager, je suis déjà investi d'un rôle social. Je me constitue en tant que premier engrenage d'une chaîne d'opérations décisives pour la cohabitation collective. Je sanctionne ma dépendance des institutions sans lesquelles je mourrais enseveli par mes propres déchets dans ma carapace d'individu singulier, introverti et, en plusieurs sens, autiste. C'est de là que je dois partir pour éclaircir les raisons qui rendent agréée ma poubelle. Agréée par moi en premier lieu, bien qu'elle ne soit pas agréable, comme il est nécessaire d'agréer le désagréable, sans lequel rien de ce qui est agréé n'aurait de sens. Je voudrais pouvoir dire avec Nietzsche, j'aime mon destin. Mais je n'arrive pas à le dire tant que je ne m'explique pas les raisons qui m'amènent à l'aimer. Le transport de la poubelle agréée n'est pas un acte que j'accomplis sans y penser, mais quelque chose qui demande à être pensé et qui éveille en moi une satisfaction particulière à le penser. Chaque mot que l'on pense oscille dans un champ mental où plusieurs langues interfèrent en sautant le français. C'est le verbe anglais « to agree » qui envahit le champ. C'est pour respecter un agreement, un pacte conclu par un consentement mutuel des parties que je suis en train de placer cet objet sur ce trottoir avec tout ce qu'implique l'usage international du mot anglais. Agreement. Un agreement. Mais avec qui?
certainement avec la ville à laquelle je paie annuellement une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et qui s'engage à me libérer de cette responsabilité chaque jour de l'année, à condition, bien entendu, que j'accomplisse le premier geste, à savoir que je porte jusqu'à ce seuil le récipient réglementaire aux heures réglementaires. La plus puissante loi non écrite à laquelle obéit le rituel de nos gestes quotidiens prescrit que l'expulsion des ordures de la journée coïncide avec la clôture de la journée elle-même, et que l'on s'endorme après avoir éloigné de soi toutes les sources possibles de mauvaises odeurs. Dès que les visiteurs du soir ont quitté la maison, ouvrir vite les fenêtres, rincer les verres, vider les cendriers. Dans la poubelle, la couche de cendres et de mégots scelle l'accumulation des scories diurnes, comme les dépôts des glaciations séparent une ère de l'autre dans les coupes géologiques. Non seulement dans un souci naturel d'hygiène, mais aussi pour que demain, en nous réveillant, nous puissions commencer une nouvelle journée, sans plus avoir à manier ce que la veille nous avons laissé choir loin de nous, pour toujours. Un rite de purification. Abandon des scories de moi-même. Peu importe s'il s'agit bien de ces scories contenues dans la poubelle ou si ces scories renvoient à toutes mes autres scories possibles, l'important, c'est que dans ce geste quotidien, je puisse confirmer la nécessité de me séparer d'une partie de ce qui était à moi, la dépouille ou chrysalide ou citron pressé du fait de vivre, pour qu'il en reste la substance, pour que je puisse demain m'identifier comme étant complet, sans résidu, en ce que je suis et en ce que j'ai. Ce n'est qu'en jetant que je peux m'assurer que quelque chose de moi n'a pas encore été jeté et n'est peut-être pas, ni ne sera pas jeté. La satisfaction que j'éprouve est donc analogue à celle de la défécation. À celle de sentir ses propres viscères se débarrasser. La sensation pour un moment au moins que mon corps ne contient rien d'autre que moi, qu'il n'y a pas de confusion possible entre ce que je suis et ce qui est extranéité irréductible, malédiction du constipé. Et de l'avare, lequel, craignant de perdre quelque chose de lui, ne parvient à se séparer de rien, accumule les déjections et finit par s'identifier avec sa propre déjection et par s'y perdre. Si cela est vrai, si jeter est la première condition indispensable pour être, parce qu'on est ce qu'on ne jette pas, le premier acte physiologique et mental est la séparation entre la part de moi qui reste et la part que je dois laisser descendre dans un au-delà sans retour.
Voici donc le rite purificateur de l'enlèvement des ordures ménagères peut aussi être vu comme une offrande aux enfers, au dieu de la disparition et de la perte, l'accomplissement d'un vœu. Voilà encore le contrat. Le contenu de la poubelle représente la part de nos êtres et avoirs, qui doit quotidiennement sombrer dans le noir pour qu'une autre partie de nos êtres et avoirs puisse rester jouir de la lumière du soleil, soit et soit eu. Jusqu'au jour où même le dernier support de nos êtres et avoirs, notre personne physique, deviendra une dépouille morte qu'il faudra à son tour déposer dans le fourgon qui conduit à l'incinérateur. Cette représentation quotidienne de la descente sous terre, cet enterrement ménager et municipal des ordures, entendons en premier lieu éloigner l'enterrement de la personne, le renvoyer, même si c'est seulement un peu, et me confirmer que, pour un jour encore, j'ai été producteur de scories et non scorie moi-même. C'est de là que vient l'état d'âme à la fois sombre et euphorique qui s'associe au transport des ordures. C'est pour cela que les hommes qui passent pour renverser les poubelles dans leurs camions broyeurs nous apparaissent non seulement comme des émissaires du monde chtonien, nécrophores de choses, charrons d'un au-delà de papier graisseux et de toiles rouillées, mais aussi comme des anges, médiateur indispensable entre nous et le ciel des idées dans lequel nous planons ou nous croyons planer sans l'avoir mérité et qui ne peut subsister que parce que nous ne sommes pas accablés par les ordures, que tout acte du fait de vivre produit de façon ininterrompue, même l'acte de penser. Ces pensées que vous êtes en train de lire, en train d'écouter, c'est ce qui a été sauvé de dizaines de feuillets mis en boule dans la corbeille, annonciateur d'un salut possible au-delà de la débâcle de toute production et consommation, ceux qui nous affranchissent du poids des déchets, du temps, anges, noirs et lourds, de la limpidité, de la légèreté. Il suffit que pendant quelques jours, une grève des éboueurs laisse les déchets s'amonceler à nos portes et la ville se transforme en une fosse à fumier infecte. Plus rapidement que selon toute prévision, nous restons suffoqués par notre production incessante d'immondices. La cuirasse technologique de nos civilisations se révèle être une enveloppe fragile, rouvre des perspectives médiévales de déchéance et de pestilence. Il faut dire qu'à Paris, les grèves des éboueurs sont assez fréquentes. On les appelle officiellement éboueurs, c'est-à-dire qu'ils ôtent la boue en souvenir d'un Paris inimaginable aux rues pleines de fanges labourées par les ornières des voitures où était pétri le crottin des chevaux. La grève des éboueurs est faite du mécontentement perpétuel d'une main-d'œuvre récemment immigrée et obligée d'accepter le travail le plus humble et fatigant sans un contrat régulier de travail. Par comparaison avec l'Italie, on peut dire que les causes sont opposées, mais les résultats identiques. Dans l'économie précaire de l'Italie, la classification des éboueurs est défendue comme un emploi stable, une charge pour toute la vie.
Dans l'économie solide de la France, ramasser les déchets est une occupation précaire, accomplie par ceux qui ne sont pas encore parvenus à s'enraciner dans la métropole et qui ne peut être réglée que par la menace réciproque du chômage et de la grève. C'est le propre des démons et des anges de se présenter comme étrangers, visiteurs d'un autre monde. Ainsi, les éboueurs émergent des brouillards matinaux. Leurs traits restent indistinctement indifférenciés. Des mines terreuses, les Africains du Nord, un peu de moustache, une calotte sur la tête, ou ceux d'Afrique noire, avec seulement le bulbe des yeux qui éclaire leur visage perdu dans le noir, des voix qui superposent au vrombissement étouffé du camion des sons inarticulés pour nos oreilles, des sons qui soulagent lorsqu'ils filtrent dans le sommeil du matin en vous assurant que vous pouvez continuer à dormir encore un peu, parce que d'autres sont en train de travailler pour vous. On a un rapport direct avec les éboueurs seulement vers Noël quand ils viennent nous apporter le calendrier où il est écrit « Messieurs les éboueurs du 14e arrondissement vous souhaitent une bonne et heureuse année » et recueillir leurs étrennes. Pendant le reste de l'année, la communication entre eux et nous est le contenu de la poubelle. Extrêmement riche en informations, si on veut le lire jour après jour. Les bouteilles vides après les soirs de fête. Le papier des paquets des boutiques après les achats. Les pages denses de ratures sur lesquelles un écrivain s'est escrimé pour achever un morceau de prose sur les poubelles. En chargeant le camion, l'immigrant, avec son premier travail, visite la métropole par son envers. Il évalue la richesse ou la pauvreté des quartiers à la qualité de leurs déchets, rêve à travers eux du destin de consommateurs qui l'attend. Voici le nœud économique de ce que j'entendais jusqu'ici juridiquement comme contrat et comme symboliquement comme rite. Mon rapport avec la poubelle est celui de quelqu'un pour lequel l'action de jeter complète ou confirme l'appropriation, pour lequel la contemplation de la masse, des pelures, des coquilles, des emballages, des bouteilles en plastique ramène à la satisfaction de la consommation des contenus. Tandis que l'homme qui décharge la poubelle dans le cratère tournant du camion en tire la notion de la quantité de biens dont il est exclu, qui ne lui parviennent que comme des dépouilles inutilisables. Mais peut-être, voici que le discours aperçoit une conclusion optimiste et se laisse immédiatement tenter. Peut-être cette exclusion n'est-elle que temporaire? Avoir été engagé comme éboueur est la première étape d'une ascension sociale qui fera du paria d'aujourd'hui un membre lui aussi de la masse consommatrice et à son tour productrice de déchets, tandis que d'autres, issus des déserts en voie de développement, prendront sa place pour charger et décharger les seaux. Ainsi, la poubelle serait agréée pour lui aussi le maghrébin ou le noir qui la soulève jusqu'à la bouche de la meule malodorante dans le matin brumeux, et cette meule ne serait pas seulement la dernière ligne d'arrivée du processus industriel de production et de destruction, mais marquerait aussi le point d'où l'on recommence depuis le début l'entrée dans un système qui engloutit les hommes et les refait à son image et ressemblance.
Depuis que j'ai commencé à écrire ce texte, que je reprends de temps à autre et que je laisse, 3 ou 4 ans sont passés et beaucoup de choses ont changé, même dans le traitement des poubelles. La réforme qui s'annonce comme la plus nécessaire et urgente est celle de séparer les déchets selon leur qualité et leur destin différents. Incinération ou recyclage. Pour qu'une partie au moins de ce que nous avons arraché au trésor du monde ne soit pas perdue à jamais, mais retrouve les voies de la récupération et de la réutilisation, l'éternel retour de l'éphémère. Parmi les matériaux qui risquent de s'épuiser et dont le sauvetage me concerne directement, il y a le papier. Tendre enfant des forêts, espace vital de l'homme qui écrit et qui lit. Je comprends maintenant que j'aurais dû commencer mon discours en faisant la différence et en comparant les deux genres d'ordures ménagères, les produits de la cuisine et ceux de l'écriture. Le seau des déchets et la corbeille à papier. Et distinguer et comparer le destin différent de ce que la cuisine et l'écriture ne jettent pas. L'œuvre, celle mangée de la cuisine, assimilée à notre personne, celle de l'écriture qui, une fois achevée, ne fait plus partie de moi et dont on ne peut encore savoir si elle va devenir l'aliment d'une lecture d'autrui, d'un métabolisme mental. Quelle transformation elle subira en passant à travers d'autres pensées? Combien de calories elle transmettra? Si elle les réintroduira dans le circuit? Et comment? Écrire, c'est se déposséder non moins que jeter, c'est éloigner de moi un tas de feuilles roulées en boule et une pile de feuilles écrites jusqu'au bout, les unes et les autres, ne m'appartenant plus, déposées, expulsées. Il ne me reste et ne m'appartient qu'une feuille constellée de notes éparses où, pendant des années, j'ai marqué sous le titre « La poubelle agréée » les idées qui me venaient à l'esprit et que je me proposais de développer en écrivant tous les détails. Thème de la purification des scories. Le fait de jeter est complémentaire de l'appropriation. En faire d'un monde où rien ne serait jeté. On est ce qu'on ne jette pas. Identification à soi-même. Ordure comme autobiographie. Satisfaction de la consommation d'effets patients. La cuisine et l'écriture. Autobiographie comme ordure, transmettre pour conserver. Et d'autres notes encore dont je n'arrive plus à reconstruire le fil, le raisonnement qui les liait. Thème de la mémoire, exclusion de la mémoire, mémoire perdue, garder et perdre ce qui est perdu, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on a eu en retard. Ce que nous portons avec nous.
ce qui ne nous appartient pas. Vivre sans rien porter, animal. Peut-être porte-t-on davantage avec soi. Vivre pour l'œuvre, on se perd. Il y a l'œuvre inutilisable. Et moi, je n'y suis plus.